Bienvenue sur le podcast d'Equipio, le média qui explore le futur du droit. Nous sommes deux juristes passionnés par les nouvelles technologies et nous découvrons ensemble toutes les innovations qui bousculent notre monde juridique. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur iTunes, YouTube et SoundCloud en cherchant Equipio. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir Philippe. Salut Olivier. Premier podcast sur Equipio, donc ça fait un peu bizarre. On a décidé d'enregistrer ça. Parce que on s'intéresse au monde du droit, parce que ça fait plus de 10 ans que l'un comme l'autre on est juriste et que on a à la fois une passion pour les nouvelles technologies, puis aussi un goût pour la culture juridique qu'on pratique au quotidien. Et on s'est dit qu'un podcast sur le monde juridique, ça n'existait pas forcément. Certains podcasts abordent un petit peu les technos, un petit peu le droit, mais un podcast par des juristes, pour les juristes, pour des avocats, c'était quelque chose d'un petit peu nouveau et on a décidé de faire ça et de commencer comme ça. Premier thème aujourd'hui, à l'unanimité, très facile parce qu'on est deux, c'était les chatbots. Tout le monde en parle forcément. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est le chatbot ? Alors les chatbots, on a commencé à regarder forcément il y a à peu près... je pense que ça fait un peu plus d'1 an que tout le monde un petit peu en parle. C'est arrivé dans les directions aussi juridiques, au moins en termes de discussion. On a regardé ce qui existait. Nous, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt aujourd'hui un moyen plutôt de remplir des formulaires, de répondre à des questions de manière un peu plus interactive, un peu plus ludique. J'en ai vu quelques-uns sur Internet, on va vous en parler un petit peu plus tard. Et toi, tu avais déjà aussi regardé ? En fait, moi, les premiers contacts que j'ai eu avec les bots, c'était plutôt dans une relation B2C avec tout ce qui est site e-commerce, où en gros, j'ai vu petit à petit avoir des petites fenêtres pop-up quand je circulais sur Internet qui s'ouvraient pour est-ce que vous avez des questions, et sans nécessairement savoir si devant moi c'était quelqu'un d'humain ou si c'était quelqu'un de complètement artificiel, avec des réponses pré-remplies. Et ce qui m'a toujours un peu mis mal à l'aise, parce que je sais pas, j'ai toujours eu une espèce de défiance par rapport aux intelligences artificielles, en me disant putain, mais la réponse qu'il va me donner, ça va pas être nécessairement hyper fiable, donc du coup il faut que je la revérifie derrière. Et du coup c'est plutôt comme ça que j'ai vu apparaître les chatbots avant d'avoir une utilisation pour le domaine d'activité juridique. Alors sur tous les sites e-commerce, ce qu'on voit souvent, vous savez, vous avez une petite fenêtre pop-up en bas à droite, quand vous avez sur Zalando ou sur les petits sites e-commerce préférés que vous pouvez avoir. Souvent, donc c'est fait par des boîtes comme CRISPR, et vous avez peut-être 2 ou 3 premières réponses qui sont préenregistrées, et ensuite ce qu'on peut remarquer, c'est que vous avez des réponses vraiment individuelles en fonction de la personne qu'ils ont en face, et là c'est vraiment un humain qui commence à interagir avec vous et qui assure un service, non pas forcément après-vente, mais un service pré-vente. Et ça fait effectivement bien démocratisé dans les services de vente en ligne. Oui, mais du coup, moi j'ai toujours trouvé ça un peu flippant de ne pas savoir qui est-ce que j'ai en face. Est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est une intelligence artificielle ? Et pour moi, le bot entre guillemets ultime dans cette approche-là, c'est Jam. Le bot de la startup Jam, la startup française, qui en gros propose des plans de soirée ou des plans de shopping, et qui a ouvertement combiné à la fois des réponses un peu automatiques et un humain qui prend la main quand l'intelligence artificielle n'est pas suffisamment forte pour répondre. Et du coup, je sais pas, cette première expérience m'a pas non plus hyper convaincu en tant que consommateur. Ensuite, peut-être que passer de l'autre côté, ça pourrait m'intéresser. Est-ce que toi, du coup, tu as une idée des chatbots qui existent Jam, j'avais utilisé un petit peu. Ouais. Alors Jam, c'est fait sur Facebook Messenger. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bots sont souvent développés sur une plateforme qui existe déjà et que souvent vous connaissez, comme Facebook pour tout ce qui est e-commerce, comme Slack pour tout ce qui est souvent les startups IT. Il y a pas mal de chatbots sur Slack, mais plutôt aux US, pas encore en France. Et il y a toute autre plateforme qui peuvent exister, mais disons que Facebook et Slack sont un peu les principales aujourd'hui.
Moi, j'en ai testé plus sur tout ce qui est vraiment très, très juridique, notamment celui dont beaucoup de personnes parlent, qui est Do Not Pay, qui a été développé par un étudiant, je crois, à Stanford, qui s'appelle Joshua Broder, aux États-Unis. Et du coup, il permet de faire quoi ? Alors, Do Not Pay, à la base, c'était pour tout ce qui était lié à des contestations en termes de parking. Donc, il y avait apparemment une procédure qui était un peu longue et il avait réussi à rendre le truc un petit peu plus simple. Tu as un petit problème, tu discutes avec le chatbot, ça te remplit un formulaire et soi-disant, il aurait réussi à faire un certain nombre de contestations qui avaient été valablement reçues aux US. Et du coup, ça génère des formulaires en fait. Eh ben, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que ça reste limité à cette fonctionnalité-là. Récemment, il y a eu une fuite d'une société d'analyse de crédit qui s'appelle Equifax. Il a vraiment un petit peu, pas profité de cette aubaine-là, mais en tout cas saisi cette opportunité pour changer un petit peu son bot. Et je l'ai testé il y a 2 jours. Tu parles, tu expliques un petit peu où est-ce que tu te situes, comment tu t'appelles, etc. Tu remplis un certain nombre de questions et à la fin, tu as effectivement un bon formulaire qui sort avec toutes les réponses que tu as données et qui te permet ensuite de l'envoyer et de pouvoir porter en tout cas envoyer une plainte au cas où tes données ont été malencontreusement fuitées. Donc ça permet plutôt ce type de fonctionnalité-là. Maintenant, ça ne regarde pas forcément ce que tu écris sur le contenu. Donc, ça ne fait pas forcément une analyse de texte qui est intelligente. Ça reste du remplissage de texte, mais plutôt en mode chat. Mm-hmm. Ensuite, je crois qu'il a dit qu'il allait dématérialiser 1000 procédures aux États-Unis. Ça, c'était il y a 1 mois et demi, 1 mois ou 2. Quand j'ai regardé, c'était pas encore en ligne parce qu'il est assez malin. C'est-à-dire que il y a une home page, tu te connectes dessus et en fait tu demandes quelle procédure tu aimerais pouvoir demander à Do Not Pay, à son bot, et ensuite il revient vers toi. Donc en gros, c'était pas encore créé, mais l'intention est là et il bénéficie d'une bonne publicité en tout cas. Mais ça, je trouve que c'est un truc un peu intéressant pour les chatbots. Ça permet un peu d'identifier des besoins que toi, donc en tant que direction juridique par exemple, t'aurais pas nécessairement à l'esprit. Et du coup, le fait de recevoir cette demande, tu dis en fait, j'ai pas les ressources nécessaires pour traiter cette question, ou alors tout simplement, j'y avais pas pensé qu'il y avait un vrai besoin en interne sur ce sujet-là. Et du coup, si tu le dématérialises en externe dans une logique adressée à des consommateurs, ça permet d'identifier des nouveaux besoins et du coup de développer des nouveaux services et du coup de les rendre payants et du coup de générer un business. Je trouve ça plutôt hyper malin. Quand il dit on n'a pas les ressources, c'est en termes de temps pour développer, en termes de. Non, je me disais juste en tant que direction juridique, tu te rends compte qu'en fait, tu es hyper sollicité sur tel et tel aspect. Mais à partir du moment où tu mets un chatbot, peut-être que les gens, ça libère leur parole. Et du coup, ça te permet de poser des questions qu'ils n'auraient pas posées naturellement parce qu'il y a des process hyper normés. Et du coup, de te dire, en fait, cette problématique-là, on l'a jamais appréhendée. Bon, j'imagine que c'est pas une problématique non plus hyper majeure parce que sinon, il y a un souci dans ta boîte. Mais du coup, de te dire, on va aussi s'intéresser à ce sujet-là et du coup apporter une réponse en interne. Donc c'est aussi un outil qui permet de valoriser une direction juridique. Oui, il y a un côté de distance qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont est conçu le bot, la manière dont il parle, les gens vont peut-être plus forcément volontairement contacter le bot et expliquer leurs soucis en espérant qu'il y ait une réponse un peu plus rapidement. Et ça peut être intéressant pour des opérationnels qui souvent se disent je vais pas avoir une réponse tout de suite, ou je sais pas forcément, j'ai peut-être peur que ma question soit un peu bête. Et là, ils ont une sorte de, pas forcément un assistant, mais un point de contact majeur pour toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Alors du coup, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de la façon dont on construisait un bot et dont on lui apprenait des éléments, des sujets. Et globalement, dans un bot, tu as 2 aspects. Tu as l'aspect point d'entrée, donc l'interface, il faut qu'elle soit sexy et qu'en fait, elle puisse être assez facile à prendre en main. Et il y a l'aspect données qu'il y a derrière. Et du coup, il faut qu'à la fois, tu crées des questions et tu crées des réponses et tu lis les deux. Donc, tu as toute cette opération qui prend énormément de temps parce que l'objectif, c'est d'avoir un langage humain
Et du coup, il n'y a pas une seule façon de poser des questions, il y en a des centaines. Et du coup, que tu associes une question à une réponse et que tu entraînes ton bot à identifier que telle question, elle se rattache à telle question que tu as déjà programmée. Et du coup, que le bot doit donner tel type de réponse. C'est là où on parle un peu d'intelligence artificielle. C'est-à-dire souvent, ce qui est mis en avant, c'est on a un robot qui est très intelligent, c'est vraiment de l'IA, etc. Quand on regarde la manière dont on conçoit un bot, c'est souvent il y a une intention, c'est-à-dire qu'un texte qui est rempli par un client, un consommateur ou un tiers, et ensuite il y a une réponse qui est associée parce que l'intention ou ce qui a été déjà prédéfini est déjà rentré dans le système. Dans ce cas-là, le bot sait quoi répondre. Tout ce qui sort de ce champ-là, malheureusement, c'est très rarement aujourd'hui mis, en tout cas intégré par des bots juridiques. C'est-à-dire que dès que tu sors du champ, en fait, tu vas pas avoir de réponse. Nous, on a essayé Do Not Pay, on a essayé, je crois qu'il y avait Ramjet, on en a essayé un certain nombre. Lexi aussi qui fait ça. Donc il y en a un certain nombre, mais on se rend compte que l'intelligence artificielle, tu peux en avoir uniquement si tu as un certain nombre de data qui sont rentrés. Si tu n'as pas tous les types de champs qui sont pré-remplis, ton bot va pas savoir quoi répondre. Déjà, je trouve que de façon générale, l'intelligence artificielle, c'est surtout un super bon concept marketing pour vendre un bot en disant c'est intelligence artificielle, donc sous-entendu, il est autonome, il est capable d'apprendre et il est capable de répondre de façon adaptée. Et c'est une très très bonne manière de lancer un assistant conversationnel, mais en vrai... l'intelligence artificielle n'est pas hyper évoluée. Moi, c'est vrai que j'avais testé Do Not Track et j'étais assez surpris par la simplicité du truc. C'est juste un outil qui t'aide à remplir un formulaire. Donc, un formulaire, c'est même pas un truc qui est généré par Do Not Track, c'est un truc de l'État américain, donc c'est un truc qui est préexistant. Donc, c'est vraiment texte to texte. Exactement. Et je pense que l'intérêt des chatbots, c'est surtout quand ils sont raccordés avec une énorme base de données derrière et qu'ils soient capables d'identifier les bonnes données pour répondre aux bonnes questions. Là, pour le coup, il y a un vrai gain de temps, à la fois pour l'utilisateur et puis pour la direction juridique derrière, parce que ça lui permet de se décharger d'un certain nombre de questions un peu récurrentes qu'elle peut être amenée à traiter, qui n'ont pas une énorme valeur ajoutée au quotidien dans le travail des juristes. Tu penses à quoi comme question ? Il y a toutes les questions un peu organisationnelles, genre dans les grosses entreprises, il y a un peu. Je pense que c'est même pas un sujet propre à une direction juridique. Je pense que t'as un côté un peu qui fait quoi dans les grosses boîtes. T'as des titres qui veulent absolument plus rien dire, et du coup savoir qui fait quoi et donc à qui je peux m'adresser quand j'ai quel type de besoin, c'est déjà un premier point d'entrée. Si en plus il est synchronisé avec un agenda, ça lui permet de te dire, en fait, ta question c'est un tel qui peut y répondre. Le problème c'est que un tel il est en congé, donc t'as qu'à contacter un tel. Ensuite, je sais pas, tout un truc si imagine ton bot il est plugué sur ta plateforme qui permet de générer les contrats, ça te permet de te décharger de il en est où le contrat, est-ce qu'il a été signé, le contrat il termine quand, c'est quoi la date de signature, comment tu fais pour le renouveler, et ce qui sont des questions des questions extrêmement récurrentes de la part de services opérationnels. Ensuite tu as tout ce qui est génération de documents. Et je pense notamment les contrats. Je sais qu'en fait, il y a une nouvelle tendance ces dernières années, on parle de contrats complexes et donc à contrario de contrats simples. J'imagine que tous les contrats simples, ça doit être tout ce qui est accord de confidentialité, petite lettre d'engagement, je sais pas, de bon de commande, et tout ça en fait, si tu as une interface qui est très simple pour saisir des données et qu'elle génère des documents simples derrière, du coup ça permet d'avoir un gain de temps, soit pour des directions juridiques qui croulent sous la charge de travail, soit pour des petites directions juridiques qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir des gens pour traiter toutes les demandes et qui préfèrent se concentrer sur des gros dossiers. Et puis en soi, intellectuellement, c'est pas super intéressant non plus de traiter 10 fois le même truc. Alors ça, il y a quand même un débat là-dessus. J'ai vu une interview d'une juriste, il me semble que c'était sur le site de la FJE, et qui disait qu'en fait, toute cette démarche d'automatisation et de simplification de la façon de travailler, ça avait un effet un peu pervers, notamment pour les juristes juniors ou les stagiaires en fait, qui arrivent sur le marché du travail. Et en fait, la base du boulot. Ouais, exactement. C'est-à-dire que tu commences jamais par un contrat à 50 millions d'euros, tu commences toujours par des petits deals. Moi, je sais pas, toi, quand tu as des stagiaires, sur quoi tu les fais bosser, mais moi, un des premiers trucs sur lesquels j'ai fait bosser, c'est les accords de conf, parce que en fait, en vrai, tu as une petite logique qui est très simple, et une fois que tu as compris ce truc-là, tu peux passer à l'étape d'après. Si, dès le début, tu as coupé cette tâche-là et que tu la files à un robot, la formation des nouveaux juristes, elle se fait moins bien. En fait, pour les juristes qui ont un peu plus d'expérience, qui ont entre 2 et un peu plus d'expérience, qui ont minimum 2 ans d'expérience, pour eux, c'est moins pertinent dans le sens où ils savent, où ils comprennent, quand ils voient ce type de bot,
où il y a quelque chose qui est déjà pré-rempli, un contrat type, etc. Ils comprennent les enjeux, ils ont déjà traité ce type de demande, et donc ils savent le gain que ça a. Mais si tu as quelqu'un qui sort de ses 3 mois de stage, qui commence son premier job, et on lui dit, en fait, les accords de conf, tu n'as plus besoin de t'en occuper, c'est lui qui s'en occupe, c'est vrai qu'on lui ôte une partie de sa formation. De sa formation. Et une chance, une opportunité d'apprendre, en tout cas, le raisonnement et un peu de rigueur aussi au passage sur des contrats qui sont certes moins, ou de la documentation certes moins importante, mais en tout cas qui ont à un moment donné une valeur dans son apprentissage. Du coup, ouais, ça en est un outil utile, mais aussi avec potentiellement des effets négatifs. Du coup, moi, j'avoue que n'étant pas dans la case stagiaire ou juriste de moins de 2 ans, j'en vois l'intérêt, notamment parce que depuis que j'ai commencé à bosser, je suis assez surpris par le volume d'emails quotidiens qu'on peut recevoir et le volume d'emails non lus qu'il y a dans les boîtes mail de chacun. Et j'ai un peu l'impression que plus tu montes en hiérarchie, plus tu as un volume d'emails non lus. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que si tu repenses à l'époque où il n'y avait pas d'email et où globalement les gens se parlaient ou alors s'envoyaient des courriers manuscrits, je pense que cette situation-là, elle ne devait pas être aussi importante. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas avoir un tas de courriers non lus sur ton bureau. Au bout d'un moment, tu prenais conscience que ça traînait là et que du coup, tu t'ouvrais tous tes courriers et tu lisais tout ce qu'il y avait. Maintenant, on trouve ça normal d'avoir des boîtes mail avec 1000 mails qui ne sont pas lus. Mais 1000 mails qui ne sont pas lus, c'est peut-être 1000 personnes qui attendent une réponse de ta part. Ouais, ça, c'est un vrai sujet. En moyenne, alors je crois que je discutais avec un juriste qui avait aussi un petit peu de bouteille, il avait une centaine de mails par jour. Par mail, et je lui demande combien de mails importants il a dans sa boîte mail, et il savait pas en fait me répondre parce qu'il n'avait pas une réponse précise à me donner. C'est-à-dire que dans sa semaine, c'est cool, et il n'a pas une vision, si tu veux, avec le recul pour se dire, sur les 100 mails que je reçois en moyenne, généralement il y en a 25 qui doivent être vraiment traités en urgence, 30, 40 qui viennent d'une personne un peu clé où je dois répondre un peu rapidement, 10 qui ont un enjeu spécifique financièrement, ce genre de choses. Il n'a pas de data en fait dessus. Non, mais ça, je pense que comme côté juriste, on n'a pas nécessairement toutes ces informations en termes de criticité, en termes d'urgence. C'est hyper difficile d'évaluer. Donc tout ce que tu vois, c'est un flux de mails un peu continu, en disant je ne suis pas capable de faire la part des choses. Et c'est un des vrais défis de notre métier, ça va être de se réapproprier le contrôle du temps. Pour moi, en fait, c'est vraiment la clé. Ouais. Je trouve qu'à travers des initiatives comme les bots, ça nous permet de gagner du temps et du coup de se concentrer sur des dossiers un peu plus importants et de se dire, en fait, toute cette partie-là, je ne vais pas la traiter, je vais entre guillemets indirectement la déléguer à la personne qui en fait la demande. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de l'accord de confidentialité, mais plutôt que de recevoir un email, genre salut, je vais rencontrer telle boîte, est-ce que tu peux préparer un accord de conf ? La personne, elle va saisir toutes les informations via le bot qui va du coup générer automatiquement l'accord de conf. Il le fait signer par le prestataire et bim, ça fait une tâche en moins pour le juriste. Ensuite, l'étape ultime pour moi, c'est la plateforme où tout est synchronisé. C'est-à-dire, tu as un bot qui pose les bonnes questions, l'opérationnel répond et du coup, le document est généré, envoyé directement au destinataire qui n'a plus qu'à signer via une clé électronique. Et là, tu coupes en même temps la problématique du comment je récupère le document, comment je l'archive, comment. Et là, tu n'as plus besoin de juriste alors. Alors c'est pour des documents simples. Faut le mettre en place déjà, c'est des documents simples et puis faut le mettre en place, oui. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on oublie souvent, c'est que les juristes ou les praticiens du droit, leur boulot est évidemment amené à évoluer en fonction de ces nouvelles un peu techno, etc. C'est-à-dire que c'est pas que un bot va prendre forcément le travail de 80% des juristes juniors. C'est juste que ce qu'on espère, en tout cas ce que moi j'espère, c'est qu'à un moment donné, des juristes, qu'ils soient juniors ou pas, vont contribuer à la construction de ces bots pour justement gagner du temps, puisque c'est pas uniquement de la techno, il faut vraiment implémenter un peu d'intelligence juridique, concevoir des documents qui vont être automatisés avec ces bots-là. Donc ils vont pas être dépossédés d'une tâche entière, c'est juste qu'ils vont entre guillemets l'implémenter de manière un peu plus intelligente en utilisant des choses qui s'automatisent un petit peu tout le temps, quoi. Et puis en vrai, il y a une problématique, il y a une réflexion à avoir sur le monde du travail à l'heure actuelle. Si ton travail, on est capable de le digitaliser et l'automatiser, ton travail n'a pas de sens. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on continue à le faire par des humains ? Si c'est pour le plaisir de conserver un travail, il y a une problématique à moyen terme qui va être de se poser la question, est-ce que ça a vocation à rester dans les mains d'un humain ? Il y a quelque chose de rassurant de se dire j'ai une mission qui m'a attribuée, elle ne va pas changer
sur le long terme. Et dans ce cas-là, c'est aussi une manière, moi, de connaître ma position. Mais il y a effectivement quelque chose qui est un peu déroutant, c'est qu'en réalité, notre mission ou nos tâches régulières sont quand même amenées à changer de facto, parce que le modèle économique fait qu'on essaie d'aller plus vite, on a toujours plus de travail, et ça va se résoudre. Ça ne se résout que par, à un moment donné, l'utilisation, avec peut-être parcimonie ou à outrance, ça dépend des sociétés, des cabinets dans lesquels on se situe, de nouvelles technologies. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte, c'est quelque chose qui est assez important. Ouais, parce que je pense que si les juristes ne le prennent pas en compte, en fait, ça va être les directions financières qui vont le prendre en compte sous l'angle de la rentabilité. Est-ce que c'est pas plutôt de mettre en place des bots plutôt que d'avoir une équipe juridique ultra staffée et du coup qui vont imposer une façon de travailler, des outils. Et au final, je pense que les juristes en ressentiront perdants puisqu'ils n'auront plus du tout la maîtrise de comment ils travaillent. Donc je pense que c'est effectivement une évolution à prendre en compte. Quelque chose qui a à regarder, c'est vraiment le comportement des cabinets d'avocats, particulièrement aux États-Unis. C'est-à-dire que les cabinets d'avocats, eux, ils fonctionnent par temps passé. C'est un modèle économique qui est évidemment toujours un petit peu remis en cause depuis 8-9 ans, à peu près, mais qui perdure. Donc on facture au temps passé. Une manière de gagner du temps pour un avocat ou pour un cabinet, c'est d'utiliser les nouvelles technos, à la fois dans la recherche de la documentation, à la fois dans la production de documentation. Et c'est une manière pour eux, à un moment donné, dans leur business model, de pouvoir facturer les entreprises avec, entre guillemets, la meilleure marge possible. Si ils utilisent ce type d'outils-là, je pense qu'il est normal que les directions juridiques, à un moment donné, doivent se poser la question, qu'est-ce que nous, on devrait utiliser également ? Sinon, je ne sais pas, je me dis, un cabinet d'avocat qui va facturer 1 heure, s'il a réellement passé 20-30 minutes avec une vraie prestation intellectuelle et le reste, ça a été, entre guillemets, délégué à un bot ou vraiment à une intelligence artificielle qui est très, très perfectionnée, la valorisation de la prestation, elle peut être un petit peu remise en cause. Et je crois que c'est le devoir, en tout cas, des directions juridiques, en tout cas, de se saisir de ces sujets-là. Et puis si tu pousses ce raisonnement jusqu'à l'extrême, je pense qu'aussi ça pose la question du rapport entre le citoyen lambda et le droit. En fait, le droit, c'est une matière un peu ésotérique où on a un peu du mal à comprendre, mis à part qu'on a fait des études. Et du coup, si tu as des agents conversationnels qui sont capables de vulgariser des textes de droit, des décisions de justice et d'avoir une réponse intelligible et facile à mettre en œuvre, les gens ils se détourneront potentiellement des cabinets d'avocats ou des juristes pour avoir directement mettre en place des actions eux-mêmes, avoir accès aux sources du droit de façon beaucoup plus vulgarisée. Je sais qu'il y a pas mal d'efforts, notamment sur les sites gouvernementaux pour expliciter les formalités, le pourquoi, le comment. Du coup, plutôt que de passer par des sites internet, avoir des chatbots, ça peut être aussi... Je trouve que le site de la CNIL, alors qui comporte, c'est peut-être un certain nombre de défauts, peut-être pour les formulaires que doivent déposer les entreprises, en tout cas les personnes qui doivent faire un certain nombre de déclarations. En tout cas, je trouve que la CNIL a toujours fait un effort de pédagogie. Ouais, ensuite, je t'avoue que moi, j'attends pas nécessairement de la CNIL ou des sites internet administratifs, des grosses innovations technologiques. Donc, je pense qu'ils sont dans les standards, peut-être la moyenne, soyons sympas, la moyenne du marché. Quand demain je verrai des trucs innovants, voilà, j'arrive sur un site internet, y a un chatbot qui me propose comment remplir un formulaire pour demander mon passeport et qui génère le truc tout seul, là je me dirais peut-être là, en fait il y a une avancée quoi. Donc même si globalement je pense qu'on est dans la moyenne des sites internet. Aux US il y a un truc qui s'appelle VisaBot pour les demandes de visa. Faut regarder, je crois que ça se fait sur Facebook Messenger. Et ça reste encore du formulaire qui a été un petit peu automatisé. Qui peut générer. Mais ça permet de générer effectivement un document. Mais sinon, un autre usage pour les chatbots à connotation juridique, c'est tout ce qui est formation et information des juristes. C'est j'ai un sujet juridique. En fait, il y a quand même un point faible du droit, c'est que c'est une matière qui fait absolument pas rêver les gens. C'est hyper intéressant intellectuellement, mais il y a ce gros défaut de c'est fastidieux, c'est dur à apprendre, c'est pas intéressant. Du coup, mettre en place des méthodes de formation qui soient un peu plus ludiques que le simple PowerPoint et le mec qui parle, c'est une vraie avancée, je trouve, et ça permet de former les gens sur des sujets un peu plus pointus. Alors moi, je trouve qu'en e-learning, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, mais ça reste quand même des e-learning qui sont plutôt... forcément, ça ne va pas s'adapter à l'interlocuteur. C'est des choses qui sont déjà préformatées. L'intérêt,
je trouve, d'un chatbot, c'est qu'en fonction, si on pousse un petit peu toutes les fonctionnalités au maximum, c'est qu'en fonction des réponses que tu donnes, il va commencer à dresser un profil et peut-être qu'il va pouvoir te donner une manière de t'informer, de te donner de la pédagogie qui sera différente d'un interlocuteur à un autre. Et ça pourrait être super intéressant en fonction des âges je sais pas, des juristes, en fonction de leur background, etc. Tu vas pas expliquer, je sais pas, la blockchain ou un autre sujet de la même manière. Ouais, ensuite, je sais pas si c'est. Moi, ça m'a fait penser au discours qu'il y avait dans les années 90 sur l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Ouais. Où on t'expliquait, grosso modo, qu'en fait, quand tu avais des jeux de combat, ton adversaire s'adaptait à ton propre comportement. Franchement, moi, j'ai joué à pas mal de jeux vidéo. J'ai jamais trouvé que les mecs s'adaptaient. Je me disais, oui, ok, je me mets à gauche, ils vont plutôt venir vers moi dans ce sens-là, et à droite dans ce sens-là, mais c'était pas non plus un truc complètement déconnant. Et j'ai un peu l'impression que pour les chatbots, c'est un peu la même chose. On essaie de nous faire croire qu'en fait, ils vont vachement s'adapter à l'interlocuteur. Non, ils ont des schémas de conversation, ils les appliquent et puis basta. Alors ensuite, c'est plutôt à toi de te dire, ok, je crée un chatbot et je m'attaque à tel type de population. Il faut qu'il ait tel ton, potentiellement il faut qu'il utilise tel émoticône, tel gif, peut-être que je mette des photos de tel type pour que ça corresponde à la population, mais de là à penser que le bot va évoluer et s'adapter par lui-même. Là on pousse le... Ouais, peut-être dans 5 ans, hein, tu vois, mais alors, pour l'instant... tout à l'heure tu parlais de Jam, il me semble que Jam, à un moment dans leur conversation, lorsque ça devient soit trop complexe ou que, en tout cas, ils en ressentent le besoin, c'est des humains qui reprennent le relais après le bot. Bah, je sais pas, je sais qu'au tout début c'était le cas. Ensuite, il me semble que ça a un peu évolué et que il me semble, mais peut-être que je me trompe, que maintenant c'est 100% artificiel. D'accord. Mais ils sont toujours en train de checker derrière déjà pour avoir un peu de retour sur les questions posées, analyser un peu les conversations. Mais il me semble qu'ils sont passés de l'étape intelligence artificielle et intelligence humaine à intelligence artificielle uniquement. Parce que j'en ai testé un qui s'appelle Spectre, qui a été développé sur Slack. Et automatiquement, ça mettait plutôt en relation avec un juriste d'un pays en fonction de ta problématique. Donc, c'était pas du tout quelque chose qui était artificiel, on avait un humain derrière. Le bot était plus un prétexte pour mettre en relation des justiciables avec des avocats, des juristes. Mais encore une fois, un bot, c'est un portail, donc du coup, tout dépend de ce que tu mets derrière. Si tu mets voilà, juste une plateforme de transition et que ça pourrait être un email, bon, bah voilà, ça fait juste un passe-plat. Alors que si tu le branches, je sais pas moi, à Légifrance et que ça permet de rechercher des décisions de justice. Ou à Doctrine. Ou à Doctrine. Doctrine, la petite start-up française qui grimpe. Effectivement, ça permet d'avoir des recherches de décisions de justice beaucoup plus ciblées. Ouais, donc aujourd'hui, si on résume, pour une direction juridique, on peut se dire, toi tu me parlais de génération de documents. Ouais, génération de documents, source d'informations. Source d'infos, formation. Voilà. Formation. Source d'information, on n'a pas trop parlé, mais c'est plutôt si derrière, voilà, ce que je disais sur Légifrance, tu t'en sers comme un moteur de recherche, sauf qu'en fait, tu dis, trouve-moi de la jurisprudence sur telle problématique, rupture de préavis, rupture de contrat à durée déterminée sans préavis, et bim, il te ressort toutes les décisions sur lesquelles ces deux thèmes sont identifiés. Éventuellement, orientation de clients internes vers des contacts de la direction juridique. Ça peut être pertinent également. Mais dans ce cas-là, tout ça nécessite quand même qu'il y ait un développement pour une direction juridique. C'est pas quelque chose qui... on peut pas avoir un standard qu'on va appliquer à toutes les DJ. Non, ça reste quelque chose d'assez particulier. D'autant plus que pour moi, il y a une problématique sur la mise en place d'un bot. C'est comment t'emmènes ton utilisateur vers le bot. Dans quel outil tu le plugues. Parce que typiquement, tout le monde tourne avec Outlook comme messagerie. Je ne sais pas si Outlook, ça supporte le développement de bots sur lequel tu pourrais plugger, avoir une interface. Et même si c'était le cas, il faut que la personne ait le réflexe de le faire versus envoyer un email. Et vu le monde des communications professionnelles, on est plus dans cette deuxième approche. Alors sur Outlook, c'est compliqué. Ça reste de la messagerie, vraiment du mail traditionnel. Aujourd'hui, c'est plutôt les bots sont plutôt développés sur Facebook Messenger, sur d'autres messageries comme Telegram, comme Slack, ou vraiment des plateformes à la base de communication un petit peu instantanée. Facebook Workplace, c'est possible aussi, c'est possible également. Mais c'est vrai qu'il y a une problématique d'usage. Il y a une problématique de conversion justement aux usages. Peut-être pas forcément pour les un peu plus jeunes qui ont un peu plus de spontanéité vis-à-vis de ça, mais de ceux qui ont un peu moins justement
d'habitude, de réflexe, et ça, c'est un peu plus compliqué, forcément. On le voit avec les réseaux sociaux d'entreprise. Ce serait intéressant de savoir, parmi en plus une population, donc les juristes, qui n'est pas forcément la plus d'emblée la plus innovante possible, savoir le degré d'adaptabilité à ces nouvelles technologies. Ouais. Donc les chatbots, on verra. Aujourd'hui, de ce qu'on a vu, il n'y en a pas forcément un qui nous a semblé... mais ce qui est positif, ça veut dire qu'il y en a un à construire. Donc, il y a une opportunité soit en interne de faire développer son propre outil, soit en externe à en développer un et qui soit suffisamment puissant. Je sais qu'il y a des startups type Chatbot Factory qui se lancent, qui proposent leurs services à énormément d'entreprises. Et du coup, mettre en place un outil comme ça pourrait potentiellement être un énorme gain de temps. Pas forcément coûteux, un petit peu. On regardera, on essaiera de trouver un petit peu quelques chiffres pour vous donner des estimations, mais Chatbot Factory, je crois qu'il y a smartly.ai qu'on avait aussi rencontré. Donc il y a un certain nombre de prestataires qui permettent de faciliter la création de chatbots. Après, est-ce que c'est complètement adapté au monde du droit ? Il faut voir. Je pense que c'est certainement au temps passé avec les directions juridiques, comme toute prestation. Mais en tout cas, de bots dédiés juridiques, on n'en a pas encore vu qui pouvaient remédier à tous les soucis qu'on peut avoir. Ross est très bien apparemment en analyse juridique, mais c'est pas vraiment un chatbot à proprement parler. C'est quoi Ross ? Ross, c'est développé avec IBM Watson aux États-Unis. Forcément, il a déjà quelques clients de cabinets d'avocats qui l'ont adopté. Ça te permet d'analyser de la documentation un petit peu plus lourde et a priori, il faut regarder, moi je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas encore testé, mais ça permet de donner un peu la substantifique moelle d'un document et de te sortir un mémo assez simple dans les grandes lignes. Mais du coup, le mémo est relu par quelqu'un d'humain ou c'est vraiment purement artificiel ? Je sais pas. Je me demande si le quelqu'un d'humain, c'est justement les avocats qui ont demandé la prestation avec Ross. Il faut voir. Aujourd'hui, c'est plutôt ils visent clairement plutôt les grands comptes ou du moins les cabinets d'avocats qui sont plutôt bien installés. Et ça reste quelque chose d'assez complexe. Mais c'est vraiment de l'analyse juridique. Parce que c'est pas un chatbot à proprement parler où tu vas vraiment discuter et avoir quelque chose qui en sort derrière. Ok. Voilà. C'est premier podcast. Première session. On était pas mal. Ça fait toujours un peu bizarre. Là, à partir de là, on ne sait pas si on va garder. Hein. Là, je ne sais pas. Là, c'est un peu ça la partie freestyle. La partie freestyle. Écoute, il faut clôturer. Du coup, je prends le micro, c'est ça ? Je prends le micro. Je te remercie déjà, Olivier. Merci à toi, Philippe. C'était très sympa. On espère remettre ça très rapidement sur d'autres sujets nouvelle tech, legal. N'hésitez pas, si vous avez aimé déjà ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire. On a besoin d'amour, on a besoin de commentaires. Si vous n'avez pas aimé non plus, soyez sympa, que ça nous aidera à nous améliorer. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre iTunes en mettant plein d'étoiles et à SoundCloud, parce qu'on est aussi sur SoundCloud. On est partout. Et si vous avez des thèmes ou des questions, ou si vous n'êtes absolument pas d'accord avec notre analyse et que vous trouvez que les chatbots c'est tout pourri et qu'il faut rester à la machine à écrire, n'hésitez pas non plus à nous le dire. On cherche à susciter le débat et à avoir de plus en plus de réactions. Super, merci Olivier et sans doute à la semaine prochaine. Bonsoir à tous.